Le cliquetis des verres résonnait encore dans le grand salon lorsque le petit garçon se dirigea droit vers l'homme, au centre, et demanda « Papa, tu joueras avec moi plus tard ?» Le temps s'arrêta. Sophie, la discrète femme de ménage de cette somptueuse demeure, sentit son monde s'effondrer sous ses pieds. L'enfant qu'elle avait élevé en secret venait de révéler la vérité qu'elle avait gardée pendant si longues années. Et maintenant, devant l'élite de la ville, le milliardaire Antoine Dubois fixait l'enfant qui partageait ses propres yeux. Et un seul mot qui menaçait de tout briser. La salle de bal principale de la Fondation Dubois brillait de reflets argentés et de cristaux. Gouverneurs, investisseurs influents et célébrités échangèrent des sourires maîtrisés tandis que le quatuor à cordes emplissait l'air de mélodies classiques. Antoine Dubois, l'hôte de la soirée, se tenait près de la cheminée, image même du pouvoir et de l'influence. Un discours éloquent dans une main, une flûte de champagne dans l'autre, puis l'interruption inattendue. Un petit garçon, sa chemise froissée, apparut au milieu des robes longues et des talons hauts. Il traversa avec assurance le marbre poli, s'arrêtant directement devant le milliardaire, lui tirant légèrement la manche. Antoine se tourna. « Papa, tu joueras avec moi plus tard ?» La mélodie du violon hésita. Les conversations s'éteignirent. Un verre tomba, son fracas perçant le silence soudain. Sophie, à l'autre bout de la pièce, retint son souffle. Pendant un instant fugace, personne ne réagit. Seuls les yeux d'Antoine rivaient sur le garçon, et à cet instant, sous le regard de la haute société, la vérité commença à se dévoiler. Sophie Leclerc savait comment se fondre dans le décor. Depuis l'âge de 14 ans, quand elle avait troqué ses livres d'école contre une serpillière, elle avait appris que le monde accorde rarement un deuxième regard à ceux qui nettoient ses recoins oubliés. Née en banlieue de Ville-Nouvelle, un quartier ouvrier, elle était l'aînée de 3 filles. Sa mère, veuve, nettoyait 4 maisons différentes pour joindre les 2 bouts. Son père, un chauffeur routier, était parti et n'était jamais revenu. Sophie grandit en entendant que l'éducation ne nourrit pas le ventre. Pourtant, elle gardait secrètement des manuels cachés sous son matelas. À 19 ans, armée d'un diplôme du secondaire et d'un cœur débordant d'espoir, elle monta dans un bus pour la capitale, Paris, avec un seul but, donner à l'enfant qu'elle aurait un jour une vie totalement différente de la sienne. La vie à Paris ne fut pas tendre. Elle erra de pension humide en petits boulots précaires, subit des regards méfiants et des mains qui cherchaient plus que ce qu'elle était prête à donner, jusqu'à ce qu'un poste de femme de ménage au domaine Dubois se présente. Stabilité, règles, un uniforme, le silence. C'est là qu'elle rencontra Antoine pour la première fois. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, aussi distant que les longs couloirs du manoir, et pourtant étonnamment doux en de rares occasions. Un soir de réveillon du Nouvel An, après que tout le personnel eût été congédié, Sophie revint chercher un manteau oublié. Antoine était seul, buvant dans la pénombre. Il venait de perdre son père, et elle venait d'apprendre que sa sœur cadette avait une tumeur au poumon. 2 étrangers brisés, une rencontre qui n'aurait jamais dû s'étendre au-delà de cette nuit. 6 semaines plus tard, elle le sut. Elle était enceinte, et elle choisit de ne le dire à personne. Qui l'aurait cru? Qui s'en serait soucié? Lucas naquit un après-midi pluvieux, dans un hôpital public, entouré seulement du vrombissement des machines et des cris des autres nouveau-nés. Sophie se fit une promesse solennelle. Je ne le laisserai jamais ressentir ce que j'ai ressenti. Elle éleva le garçon dans la petite annexe derrière l'aile de service. Elle jouait avec lui dans le jardin, lui apprenait à dessiner, à être gentil, à rester silencieux quand les maîtres étaient proches. Et chaque fois qu'il demandait « Maman, où est mon papa ?» elle répondait avec un sourire « Peu importe où il est, mon fils. Ce qui compte, c'est que je suis là. » Mais Lucas grandissait. Et les enfants grandissent avec des questions. Tout ce que Sophie avait toujours voulu, c'était que Lucas ait ce qu'elle n'avait jamais eu. Une vie sans peur. Elle ne rêvait pas de richesse. Elle ne voulait pas qu'il hérite de quoi que ce soit, juste qu'il ne soit pas invisible comme elle l'avait toujours été. Elle aspirait à ce qu'il étudie, qu'il ait des amis, qu'il partage des rires après l'école. Elle voulait qu'il se sente à sa place quelque part.
Elle fit tout ce qu'elle put. Elle économisait chaque pièce pour des livres d'occasion. Elle inventait des jeux avec des couvercles de peau. Et chaque dimanche, elle prenait 2 bus pour un parc de l'autre côté de la ville, un endroit où personne ne les connaissait, juste pour que Lucas puisse jouer sans être le fils de la femme de ménage. Mais avec le temps, il commença à remarquer des choses. Il y avait des regards, des gestes, des voix. Antoine traversait les couloirs avec cette démarche ferme, sérieuse, impénétrable. Et Lucas regardait. Toujours, il regardait. « Maman !» demanda-t-il un jour d'un ton innocent mais sérieux. « Pourquoi cet homme me ressemble-t-il » Sophie fit semblant de ne pas entendre, mais à l'intérieur, elle sentit quelque chose se briser. Cette nuit-là, elle trouva un dessin sur le lit de Lucas. Il représentait 2 bonshommes allumettes, l'un petit, en t-shirt, l'autre grand, en costume. Tous 2 avec la même paire de grands yeux sombres. Au-dessus de la figure la plus grande, un mot griffonné au crayon violet. « Papa ». Sophie s'assit sur le lit, le dessin serré contre sa poitrine. Le silence de la nuit semblait plus lourd que jamais. Elle tenta de se convaincre que ce n'était qu'une phase, qu'il oublierait bientôt, que ce n'était qu'une curiosité enfantine. Mais Lucas grandissait, et le temps n'attendait personne. Des semaines plus tard, elle le vit assis sur les marches arrière du manoir. Seul, il regardait Antoine, qui était au téléphone près du garage. « Il marche exactement comme moi », murmura le garçon. Sophie se figea. Elle changea rapidement de sujet, força un rire, fit des crêpes pour le dîner. Mais cette nuit-là, elle pleura dans la salle de bain. Pour la première fois depuis très longtemps. Elle voulait le protéger de la douleur du rejet, du doute, de la honte. Mais, et si la plus grande erreur était justement de tout cacher? Malgré tout, elle croyait encore pouvoir contrôler la situation. Qu'il suffisait de travailler plus, de sourire plus, d'être plus discrète, et tout irait bien. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le destin était déjà à l'affût, prêt à rompre le silence de la manière la plus cruelle imaginable. Cette nuit-là fut différente de toutes les autres. Sophie avait passé la journée entière à polir le hall principal, à aligner les couverts, à repasser les nappes avec la précision de quelqu'un qui tente d'éviter une catastrophe. L'événement était un gala de charité pour la Fondation du Bois, auquel assistèrent des politiciens, des médecins renommés, des investisseurs étrangers. Tout devait être impeccable. Elle avait laissé Lucas dans la petite pièce arrière, avec un pot de biscuits, un carnet de croquis et une supplique sérieuse. « Tu ne peux pas sortir d'ici aujourd'hui, d'accord? Pas même un petit peu. Juste pour aujourd'hui. Maman promet qu'on ira au parc demain. » Il hocha la tête, s'allongea sur le matelas. Mais les promesses faites à un enfant de 6 ans sont comme des feuilles au vent. Sophie était en train de ramasser des verres dans le coin de la pièce quand elle entendit le silence. Pas un silence ordinaire, mais ce genre de vide qui précède quelque chose d'irréversible. Et puis elle le vit. Lucas, au milieu de la salle de bal, vêtements simples, pieds légèrement sales, tenant son carnet de croquis contre sa poitrine. Il marcha lentement, se faufilant entre les longues robes, les chaussures scintillantes, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant Antoine. Sophie sentit son cœur se serrer. Et puis, il parla. « Papa, tu joueras avec moi plus tard ?» Les mots étaient clairs, incontestables, pleins de certitude. La pièce se figea. Il y eut le bruit d'un verre qui se brise, un soupir collectif. Un homme toussa. Une femme se couvrit la bouche. Antoine regarda le garçon comme s'il se regardait dans un miroir qu'il n'avait jamais demandé à voir. Sophie laissa tomber le plateau, courut. Chaque pas un bruit sourd, désespéré sur le sol. « Il ne sait pas ce qu'il dit » halta-t-elle à bout de souffle. « S'il vous plaît, monsieur Dubois, je suis tellement désolée, c'est juste un enfant. » Antoine fit un pas en arrière, ses yeux toujours fixés sur Lucas, et il demanda « Qui est ce garçon ?» Sophie hésita, puis répondit d'une voix tremblante « Mon fils !» Le murmure résonna plus fort que n'importe quel cri. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. « Votre fils ?» dit-il presque incrédule. « Oui, » murmura-t-elle. « Il s'appelle Lucas. » Quelqu'un laissa échapper un rire nerveux en arrière-plan. Un autre chuchota.
C'est une blague, grogna Antoine. Vous apprenez à votre fils à m'appeler père, ici, au milieu de mon événement? Je ne lui ai jamais appris ça. Je le jure, je n'ai jamais dit un mot sur vous. Il a juste... Juste quoi? L'interrompit-il, la voix tranchante. Il l'a inventé. Sophie tomba à genoux et serra son fils dans ses bras, qui étaient maintenant visiblement effrayés. Il ne sait pas ce que ça veut dire. S'il vous plaît, pardonnez-moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Antoine ne répondit pas. Ses yeux durs se fixèrent sur les siens, et pendant une seconde, quelque chose vacilla en eux. Peut-être un souvenir, une nuit, un moment oublié. Sophie se releva lentement. « Nous partons, dit-elle, la voix tremblante. Tout de suite, elle prit Lucas par la main et traversa la salle de bal, sentant les yeux du monde brûler son dos. Elle sentit chaque chuchotement, chaque rire étouffé, chaque jugement. Dans le couloir de service, Lucas s'arrêta. Il la regarda, les yeux embués. Mais aucune larme ne coula. « Maman, j'ai fait quelque chose de mal. » Sophie s'agenouilla, lui toucha le visage de ses mains froides. « Non, mon amour, tu n'as rien fait de mal. Alors pourquoi il a dit qu'il n'était pas mon papa ?» Elle déglutit avec difficulté. « Parce qu'il ne sait pas qui tu es ?» ?»« Pas encore. » Lucas se contenta d'acquiescer, ne posa plus de questions. Cette nuit-là, Sophie resta éveillée, veillant sur son fils endormi, son uniforme encore sale, ses mains tremblantes, sa poitrine écrasée par la honte et la peur. Le secret n'était plus le sien seul, et elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Avez-vous déjà dû cacher une vérité si longtemps qu'elle a commencé à vous étouffer de l'intérieur? Avez-vous déjà eu besoin de dissimuler quelque chose pour protéger quelqu'un que vous aimez, même si cela vous blessait? Si oui, écrivez « oui » dans les commentaires ci-dessous. Parfois, voir que d'autres portent aussi des silences similaires est tout ce dont nous avons besoin pour ne pas nous sentir si seuls. Le lendemain se leva gris, comme si le ciel savait ce qui s'était passé. Sophie prépara le petit déjeuner en silence. Lucas était assis sur le matelas, ne dessinant pas, ne posant pas de questions. Il fixait simplement le sol, faisant tourner un crayon entre ses doigts. Elle essaya d'engager la conversation. « Tu veux aller au parc plus tard ?» Il haussa les épaules. Ce fut ce geste, petit, automatique, indifférent, qui la brisa. Sophie s'assit à côté de lui et prit une profonde inspiration. « Je sais qu'hier était confus, Lucas. » Il ne répondit pas. « J'aurais dû te le dire plus tôt. Je pensais te protéger. Je pensais que si je t'aimais assez, ce serait suffisant. » Lucas leva lentement les yeux. « Mais il a dit qu'il n'était pas mon papa, parce qu'il ne sait pas qu'il l'est. »« Pas encore, » répliqua Sophie presque dans un murmure. Cette nuit-là, après que son fils se fut endormi, Sophie grimpa sur une chaise et récupéra une vieille boîte cachée en haut de l'armoire. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule chose, une photographie, froissée, fanée, mais réelle. Dessus, elle et Antoine se tenaient côte à côte, une photo prise il y a des années, lors d'une fête du personnel. Antoine souriait, et son bras était autour de ses épaules. Un bref geste, mais sincère. La seule preuve que, le temps d'une nuit, il l'avait vu comme quelqu'un. Sophie contempla l'image comme quelqu'un qui fixe une blessure qui ne guérit jamais. Elle ne cherchait pas vengeance, ne voulait pas de scandale. Elle voulait juste que son fils ne grandisse pas en croyant qu'il était le résultat d'une erreur. Elle prit la photo, écrivit une courte lettre, son écriture tremblante. « Je n'ai jamais rien demandé. Je n'ai jamais voulu perturber votre vie. Mais il mérite d'être vu. Et vous méritez de savoir. » Elle plia tout soigneusement, le plaça dans une enveloppe simple et se rendit au bureau de l'assistant personnel d'Antoine, Daniel Costa. Elle attendit que le couloir soit vide et glissa l'enveloppe sous la porte. Puis elle retourna dans la petite pièce et s'allongea à côté de Lucas. Pour la première fois en 6 ans, elle sentit qu'elle avait fait ce qu'il fallait. L'enveloppe resta sur le bureau de Daniel pendant près de 2 jours. Sophie fit semblant de ne pas attendre de réponse, mais à chaque pas dans le couloir principal, son cœur s'emballait comme si elle portait une bombe silencieuse dans sa poitrine. Daniel avait toujours été courtois, mais discret. Il ne franchissait jamais la ligne entre les employeurs et le personnel. C'est pourquoi, lorsqu'il regarda Sophie au petit déjeuner du mardi avec un léger hochement de tête, elle sut.
Il l'avait lu. Cet après-midi-là, Antoine était enfermé dans son bureau. Daniel entra et posa l'enveloppe sur le bureau. Antoine leva les yeux, agacé. « Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose que vous pourriez avoir besoin de voir. » Antoine ne répondit pas. Il ouvrit simplement l'enveloppe, lut la lettre, regarda la photo. Cela prit quelques secondes. Puis il s'adossa à sa chaise, pendant un long moment, comme si l'air s'était évanoui de la pièce. Est-ce sérieux ? Il semblerait. Antoine ne dit rien de plus. Il resta assis là, fixant le papier, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose qu'il avait trop longtemps évité. Cette nuit-là, il ne dîna pas avec ses invités. Le lendemain, pour la première fois depuis des années, il descendit dans le jardin à l'heure où il savait que Lucas jouait habituellement. Il observa de loin. Le garçon était seul, assis par terre, dessinant quelque chose avec de petits crayons de couleur usée, les mêmes yeux sombres, la même façon de froncer les sourcils en se concentrant. Antoine ressentit un malaise inhabituel. Ce n'était pas de la peur, c'était quelque chose de plus vulnérable, comme s'il voyait une partie de lui-même, là où il n'avait jamais regardé. Sophie remarqua le changement d'atmosphère. Antoine était plus silencieux. Ses regards s'attardaient un peu plus longtemps. Et pendant 3 matins consécutifs, il s'arrêta quand il la vit dans le couloir, comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne savait pas comment. Le mercredi, quand elle rentra dans la petite pièce avec Lucas après l'école, il y avait une boîte à la porte. À l'intérieur, une nouvelle trousse de crayons de dessin professionnel et une note, écrite à la main. « Continue de créer. » Pas de signature, mais elle reconnaîtrait cette écriture n'importe où. Lucas sourit plus largement qu'il ne l'avait fait depuis des jours. Sophie sentit une boule dans la gorge. Elle voulait croire que c'était un début. Mais si ce n'était pas le cas, et si Antoine essayait juste de soulager sa conscience, et si ce geste était le seul et le dernier, elle passa la nuit éveillée, combattant les mêmes questions qui l'avaient hantée pendant 6 ans. Et s'il ne veut pas le reconnaître? Et s'il me renvoie? Et si Lucas est rejeté? Pendant un instant, elle pensa partir, démissionner, disparaître. Mais elle se rappela ensuite le visage de Lucas ouvrant cette boîte, l'éclat dans ses yeux, l'espoir enfantin qui existait encore, même après le rejet public. Elle ne pouvait pas lui prendre cela. Pas maintenant. Dans une autre aile du manoir, Antoine ne parvenait pas non plus à dormir. La photo restait sur son bureau. Il la regarda, et y vit non seulement Sophie, mais une version de lui-même qu'il avait oubliée, humaine, imparfaite, solitaire. Et maintenant, il y avait un garçon avec ses yeux, sa démarche, son courage, un garçon qui l'avait appelé papa devant toute une pièce. Et pour une raison quelconque, il ne pouvait plus prétendre que rien de tout cela ne s'était produit. Sophie était en train de récurer le sol de l'entrée principale quand elle entendit la voix. Madame Leclerc, elle se retourna. Daniel Costa, l'assistant, se tenait à la porte du couloir ouest. Monsieur Dubois aimerait vous parler, dans son bureau. Maintenant, Sophie déglutit difficilement. Ses mains étaient moites, son cœur encore plus. Elle sécha ses paumes sur son tablier, prit une profonde inspiration et le suivit. Le couloir semblait plus long que jamais. Ses pas résonnaient. Elle passa devant des tableaux coûteux, des portes doubles, des meubles qu'elle n'avait jamais osé toucher. Daniel ouvrit la porte. Antoine se tenait là, pas de veste, manches retroussées, son expression indéchiffrable. Il ne lui demanda pas de s'asseoir. Il la regarda simplement pendant ce qui lui sembla une éternité. « J'ai lu la lettre. » Sophie hocha la tête presque sans voix. Antoine fit le tour du bureau. « Vous auriez dû me le dire. » Elle baissa les yeux. « J'ai voulu tant de fois. Mais j'avais peur. Peur de perdre ce travail. Peur de ne pas être cru. Peur de tout. » Silence. « Est-il le mien ?» demanda Antoine, directement. Oui, le mot sortit doux, mais ferme. Antoine hocha la tête, comme quelqu'un qui comprend enfin ce qu'il savait déjà. « Je me souviens de cette nuit, » dit-il. « Et je me souviens comment, pendant quelques heures, je me suis senti moins seul avec vous que je ne l'avais été depuis de nombreuses années. » Sophie se mordit la lèvre inférieure. Elle tremblait. « Je n'ai jamais voulu vous faire de mal.
Je n'ai jamais rien attendu. Je ne voulais juste pas que Lucas grandisse en pensant qu'il était une erreur. Antoine ne répondit pas. Il traversa la pièce. Sortit par la porte. Sophie resta immobile, ne comprenant pas. Mais alors, de l'autre côté de la maison, elle entendit quelque chose. Un son rare. Des rires d'enfants. Antoine se dirigea vers le jardin. Lucas était assis sur l'herbe, dessinant avec ses nouveaux crayons. Le garçon le vit. Redressa son corps, comme incertain s'il devait courir ou sourire. Antoine s'agenouilla. « Salut, Lucas. » Le garçon ne répondit pas. Antoine tendit la main. « Puis-je m'asseoir avec toi ?» Lucas hésita, puis acquiesça. L'homme s'assit sur l'herbe, prit un crayon vert, dessina un arbre tordu. Lucas rit. « Il est un peu moche. Je suis terrible pour ça, » dit Antoine, souriant. Lucas lui tendit un crayon bleu. « Alors, faisons un ciel. » Sophie observait depuis la véranda. Le soleil se couchait, peignant le ciel en or. C'était simple, c'était calme, mais c'était réel. Là, sans promesse, sans projecteur, sans grands mots, quelque chose de nouveau commença. Dans les semaines qui suivirent, la routine au manoir ne changea pas beaucoup en apparence. Sophie continuait à se lever tôt, lavant, nettoyant, polissant. Mais quelque chose avait changé. Maintenant, quand elle passait dans les couloirs, les autres membres du personnel baissaient la voix, par respect, non par dédain. Daniel souriait gentiment. Et Antoine, il n'annonça rien, n'appela aucun journaliste, ne fit aucun discours émouvant. Mais chaque matin, Lucas était appelé à prendre son petit déjeuner dans la salle à manger principale. Chaque jour, après l'école, il recevait des leçons privées d'un tuteur personnellement recommandé par Antoine. Et, à la fin de certains après-midi, le jardin devenait silencieux, jusqu'à ce que des rires émergent de l'herbe, des dessins, des mots échangés. Sophie observait de loin. Elle ne voulait pas d'excuses, ni de reconnaissance, ni d'héritage. Elle ne voulait que ceci, que son fils soit vu, qu'il ait la chance de grandir avec dignité. Et maintenant, il l'avait. Non pas parce qu'il était le fils d'un milliardaire, mais parce que quelqu'un reconnut enfin ce qui avait toujours été là. Et la leçon que Sophie a apprise est une qui pourrait aussi résonner en vous. Nous n'avons pas toujours besoin de crier pour être entendus. L'amour n'a pas toujours besoin d'un sceau ou d'un nom de famille. Parfois, il suffit d'avoir le courage de sortir du silence, car la vérité, lorsqu'elle est dite avec amour, peut être le début de tout. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like. C'est un geste simple, mais cela me montre que cela vaut la peine de continuer à apporter des histoires qui touchent le cœur. Et j'adore savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Dites-moi dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays regardez-vous. C'est toujours spécial de voir où ces histoires atteignent. Si vous croyez au pouvoir des récits réels, profonds et transformateurs, abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup plus d'histoires à raconter, et chaque nouvelle inscription est ce qui me donne la force de continuer. Et maintenant, ne partez pas encore. Choisissez l'une des deux histoires à l'écran. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.